Je m'appelle Marcus Hay, et bien avant de disparaître, je disparaissais déjà de la personne que j'étais. Chaque matin, en me réveillant aux côtés de Talia, je me sentais m'éloigner de moi, cherchant sur son visage l'étincelle qui nous avait unis, pour ne trouver que le vide. Tout a commencé par de petites choses, un bonjour hésitant, une avalanche de messages non lus restés sans réponse, la façon dont elle me tournait le dos sans un regard. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une période difficile, une épreuve que nous avions surmontée avec suffisamment de patience et d'amour. Mais chaque tentative de la joindre, de la rappeler à la vie que nous avions construite, semblait la pousser plus profondément dans un monde que je ne pouvais plus imaginer en elle. Le lit ressemblait à deux îles qui s'éloignaient. Je m'accrochais à l'espoir qu'un jour nos marées se rejoindraient, mais je perdais confiance dans les courants. L'infertilité avait été notre pire adversaire. Nous avions tracé notre avenir dans ce cabinet médical stérile. Graphiques, statistiques, mains pleines d'espoir serrées dans un silence tremblant. Mois après mois, nous nous regardions dans les yeux, attendant le miracle qui, selon nous, guérirait chaque fracture. Les analyses revenaient au même résultat clinique. Plus rien. Les larmes mouillaient nos joues et sapaient notre détermination jusqu'à ce que l'amertume nous sépare. J'ai vu la vie s'évanouir du visage de Talia, qui se retranchait derrière des murs de frustration et de honte. La nuit, nous étions allongés côte à côte, nos corps formant un espace creux où vivait autrefois l'intimité. Parfois, je lui tendais la main dans le noir, cherchant désespérément un signe qu'elle tenait encore à moi. Mais elle se retirait comme si mon contact lui rappelait tous nos échecs. Elle a renoncé à essayer, d'abord avec la grossesse, puis avec moi. Les conversations se sont transformées en une suite d'échanges guindés, chaque mot étant choisi pour sa brièveté, sa sécurité. Je l'ai surprise à quitter les dîners de famille plus tôt que prévu, se réfugiant dans notre chambre avec un livre qu'elle n'avait jamais ouvert. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a simplement haussé les épaules, comme si elle ne savait pas et que cela lui était égal. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'une fois passé un nouveau cap, la vie dont nous rêvions renaîtrait. Mais à mesure que la semaine se transformait en mois, l'absence de Talia s'est transformée en indifférence, contrastant fortement avec la chaleur qu'elle dégageait autrefois. Notre maison, autrefois bourdonnante de rires et de projets partagés, est devenue une galerie de silence qui résonnait dans les pièces vides. J'ai essayé toutes les bouées de sauvetage possibles. Je laissais de petits mots sur le miroir de la salle de bain, de doux souvenirs de blagues privées, des souvenirs de notre premier voyage ensemble, des fantasmes sur les rires de nos futurs enfants. Je préparais des dîners pour l'attirer à nouveau à table, espérant que le parfum de l'ail et du romarin adoucirait son cœur. Je me livrais même à des gestes d'affection laborieux, des baisers prolongés, des massages du dos qui me laissaient les mains douloureuses. Le genre de gestes grandioses auxquels elle répondait par des yeux brillants et un sourire qui illuminait toute la pièce. Pourtant, chaque geste semblait lui échapper, s'évanouissant comme la fumée d'une fenêtre ouverte. C'était comme si la version de Talia, soucieuse de mes moindres caprices, avait été remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine, quelqu'un dont le regard me transperçait. Les pires moments étaient ces pauses volées où je pensais qu'elle allait me regarder. La milliseconde où son regard vacillait dans ma direction, suggérant une reconnaissance, pour qu'elle détourne le regard avant même de comprendre. Durant ces secondes, j'ai senti tout ce que j'avais représenté pour elle s'effondrer, tels les éclats d'un miroir brisé ne reflétant que les fragments d'un souvenir. J'ai commencé à redouter le retour à la maison, me préparant à la nudité de notre salon, où les rires auraient dû résonner et la chaleur s'attarder. Même nos repas partagés me semblaient des obligations que nous remplissions à contre-cœur. Et je me suis mise à me demander s'il y avait jamais eu d'amour, ou si je nous avais simplement imaginé. Pourtant, je tenais bon. Je croyais que l'amour pouvait être patient, l'amour pouvait être bienveillant, et l'amour pouvait durer. Je m'accrochais à l'idée qu'en restant silencieux assez longtemps, en lui accordant l'espace dont elle avait besoin, je pourrais la convaincre de revenir par ma présence inébranlable. Mais une présence sans lien n'est rien d'autre qu'une ombre, la silhouette d'une personne dont la substance s'est évaporée. Et tandis que je me tenais dans la froide lumière de notre chambre un matin, me brossant les dents pendant que Talia s'habillait pour aller travailler de l'autre côté du couloir sans un mot, j'ai réalisé que cette ombre était devenue trop lourde à porter. Quelque chose d'essentiel manquait déjà, englouti par trop de questions sans réponse et trop peu de moments partagés. J'ai contemplé mon reflet, l'homme aux yeux creux qui me regardait en retour, et j'ai compris que je n'étais plus le mari qu'elle chérissait autrefois. L'infertilité nous avait mis à rude épreuve. L'arrivée de sa sœur nous avait encore plus éprouvés. Mais c'est l'indifférence qui a fait le reste. La personne qu'était Talia, la femme qui rêvait avec moi, qui se battait avec moi,
qui m'aimait intensément, était devenue une étrangère qui errait dans notre vie sans jamais me regarder. Et dans cette réflexion, j'ai vu que je m'effaçais moi aussi, me fondant dans le décor d'une histoire qui ne me semblait plus être la mienne. C'est dans cet abandon silencieux que j'ai compris la seule voie à suivre. Se réapproprier mon être signifiait d'abord reconnaître que quelque chose de précieux avait déjà disparu. Dans le vide laissé derrière moi, j'ai senti les prémices d'une autre décision, celle qui allait irrévocablement changer le cours de nos deux vies. Rena est arrivée un jeudi après-midi gris, sa berline poussiéreuse remontant notre allée avec une force telle qu'elle aurait fait trembler les pots de fleurs sur le porche. Elle est sortie, vêtue d'un legging noué sur un ventre rond qui ne lui appartenait pas, traînant 2 petites valises derrière elle. Ses enfants, Jasmine et Nico, ont jailli de la banquette arrière comme des lucioles agitées, leur rire résonnant contre le bardage de la maison que j'aimais autrefois. Talia l'a accueillie à la porte avec une accolade que je ne me souviens pas avoir jamais vue. Et à cet instant, j'ai compris. Notre maison n'était plus seulement la nôtre. Le chaos et les drames de sa sœur s'étaient étendus à moi, et j'étais coincé dans un coin. J'ai regardé Rena parcourir le salon, jetant une pile de chaussures dépareillées près du canapé et défaisant les jouets avec une précision chirurgicale. En quelques minutes, elle avait une forteresse de blocs de plastique et de peluches recouvrant le sol, un arc-en-ciel de fournitures artistiques jonchant la table basse, et 2 enfants aux mains collantes se disputant son attention. Je sentais une vague de ressentiment me monter au ventre, mais je me suis forcé à sourire pour Talia, pour le souvenir de ce qu'était cet endroit. J'ai proposé de l'aider à déballer un carton de livres, mais Rena m'a repoussé, son sourire trop éclatant, son regard trop entendu, comme si elle se délectait de me faire sortir. Lorsqu'elle s'est finalement tournée vers moi, elle a dit « Merci, monsieur Tendu, mais je m'en occupe ». Je me forçai à rire, espérant qu'elle trouverait la plaisanterie gentille, mais au lieu de cela, elle leva les yeux au ciel et continua son chemin, me laissant seul parmi les blocs de construction, joyeusement oubliés. La nuit tomba, j'étais perché sur le canapé, ma place occupée par un oreiller égaré marqué de jus d'état. Talia avait installé Rena dans notre chambre, l'abordant dans le lit où j'avais mémorisé chaque courbe de ses épaules. J'étais allongé sous une fine couverture, le ruisseau des sources sous mes pieds, inconnu et impitoyable. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de moi, alimentant le faible bourdonnement de mes propres frustrations. Je fermais les yeux et tentais de faire taire les rires étouffés provenant du couloir, mais chaque écho résonnait dans mon esprit. Ce n'était plus mon sanctuaire. Je me souviens avoir dit un jour à Talia qu'une maison devient un foyer lorsque 2 personnes la remplissent de souvenirs. Maintenant, j'avais l'impression d'être dans l'appartement d'un inconnu, où je n'étais qu'un invité, et qui plus est, maltraité. Le petit déjeuner du lendemain matin fut un carnaval. Des crêpes en forme de personnages de dessins animés, des céréales aux couleurs indéfinissables, et le doux péché du sirop en boîte qui collait au comptoir quelques minutes après que les enfants soient partis jouer. Rena voletait dans la cuisine, la voix joyeuse et chantante, aboyait des ordres à ses enfants. Mange, Nico. Jasmine, ne renverse pas le lait sur le nouveau tapis de Talia. Ma présence passait inaperçue, comme si j'étais une terre de maison, absorbant toute mon énergie sans rien offrir en retour. Je versai du café dans une tasse ébréchée et la posai, amère, en regardant Rena se pencher vers Talia et murmurer d'un air conspirateur. Leurs rires résonnèrent, une corde sensible que je ne pourrais jamais rejoindre. Je réalisais alors que mon rôle dans cette maison s'était réduit à un bruit de fond, une constante si persistante qu'il était plus facile de l'ignorer que de l'affronter. J'essayais de parler à Talia cet après-midi-là, espérant renouer un peu avec notre ancienne connexion. Je restais dans le couloir pendant que Réa surveillait les devoirs à la table à manger. Chaque flash de son téléphone, chaque claquement de langue, un métronome décomptant ma pertinence. « On peut parler ?» demandai-je d'une voix douce mais tremblante sous le poids des non-dits. Talia leva les yeux de son téléphone, me parcourant du regard comme si elle parcourait une publicité qu'elle n'avait pas l'intention de lire. Elle soupira, posa son téléphone et tourna sa chaise vers moi. Je me préparais, prête à lui dire ce que je ressentais, à lui dire à quel point elle m'avait rendu invisible. Mais avant que je puisse commencer, Rena intervint. « Fais attention à ce qu'ils ne te volent pas ta chaise, Talia », et elle rit tandis que les enfants se joignaient à elle. Talia rit aussi, et je croisai les bras, recroquevillé dans une coquille de fierté meurtrie. Je laissai ma tentative inachevée. Mes mots restèrent coincés dans ma gorge, étouffés par la réalité, la loyauté de Talia allait entièrement à sa sœur. Chaque coup frappé à la porte pour une livraison ou la visite d'un ami commençait par un salut de Rena, peu importe. Je suis devenu le spectre silencieux qui payait les factures,
mais ne pouvait prétendre à un coin de l'espace de vie que j'avais autrefois fièrement partagé. Le canapé me donnait mal au dos. La fine couverture me faisait frissonner. Pire encore, je me demandais si j'avais encore de l'importance dans ce portrait familial confus que je ne reconnaissais plus. Un soir, je me suis retrouvé dans le jardin à siroter une bière pendant que les enfants chassaient les lucioles dans le crépuscule. Le ciel était peint de violet meurtri, et les cigales bourdonnaient comme une foule lointaine acclamant quelqu'un d'autre. Talia est sortie derrière moi, fermant la porte coulissante d'un mouvement de poignet négligent. Elle s'est appuyée contre l'encadrement, les bras croisés, observant les enfants avec des yeux doux. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle me verrait là, me verrait vraiment. Alors, je me suis retourné et j'ai croisé son regard. Mais elle a regardé au-delà de moi, se concentrant uniquement sur les petits anges de sa sœur, comme si j'étais un arbre derrière elle, indispensable pour l'ombre, mais sinon superflu. Cette nuit-là, je restais éveillé, écoutant le bruit de petits pas dans le couloir, le murmure des voix étouffées et des confidences fraternelles. Je réalisais que la peur avait remplacé l'inquiétude que j'avais autrefois ressentie de perdre l'amour de Talia. Maintenant, je craignais de l'avoir déjà complètement perdue au profit d'une famille à laquelle je n'appartenais pas. Et pourtant, malgré la douleur dans ma poitrine, brillait une brèche tenace de détermination, un murmure pressant qui insistait sur le fait qu'une vie vécue en marge n'était pas une vie du tout. Je fermai les yeux et me promis qu'un jour, soit je reprendrais ma place, soit je trouverais une nouvelle histoire à vivre. Une histoire où je serais plus qu'une simple invitée qui ne part jamais. Je pensais qu'une maison se définissait par les murs et le toit, par les meubles qu'on y disposait et les œuvres d'art qu'on y accrochait. Mais Rena m'a appris le contraire. Elle a fait de notre salon son terrain de jeu personnel, dispersant les rires et les jouets de ses enfants partout comme des confettis. La première fois que j'ai essayé de m'asseoir sur le canapé, un dinosaure en plastique coincé entre les coussins m'a mordu la langue, et je me suis retrouvé à affronter un parcours du combattant de cubes et de crayons juste pour m'asseoir. J'ai tressailli en entendant l'aboiement strident de mon père 2.0. Z a crié depuis la cuisine où Rena et ses sbires sculptaient un chef-d'œuvre de crêpe en forme de licorne. Le rire étouffé de Talia a suivi, aussi tranchant que du verre brisé. À cet instant, le canapé et moi sommes parvenus à un accord tacite. Il ne m'appartenait plus. Les enfants de Rhin étaient devenus le cœur battant de la maison, et je me sentais comme une batterie déchargée. J'étais là, mais seulement pour alimenter son récit. Chaque matin, je passais sur la pointe des pieds devant la porte de leur chambre, en prenant soin de ne pas déranger leurs dessins animés ni leurs gémissements, et je me dirigeais vers la cuisine pour trouver ma tasse de café occupée par un projet artistique à moitié terminé. Mes yeux globuleux étaient collés de travers sur une assiette en carton. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et me suis préparé un café frais, rapprochant la tasse comme si elle matérialisait le respect perdu. Rena inspirait, une main sur la hanche, l'autre portant Nico, et soulevait la tasse sans un mot, avalant le liquide amer comme si c'était ma propre attention. Je passais mes soirées au garage dès que possible. L'odeur de sueur et de goudron offrait un baume à mon ego blessé. Je reprenais mes vieux ciseaux et ponçais des chutes de bois, m'imaginant me créer un espace où j'avais encore de l'importance. Parfois, j'entendais la voix de Rena résonner à travers les murs tandis qu'elle taquinait Talia à propos de mon entre-d'homme et du fait que j'y passais plus de temps qu'avec ma propre femme. Chaque coup de poing cédait une part de moi-même, une nouvelle planche arrachée au fondement de mon identité. Pourtant, dans la lumière solitaire de ma lampe de garage, je retrouvais encore une part de moi-même, un homme capable de créer, capable de transformer mon potentiel brut en quelque chose de significatif. C'était le seul endroit de la maison où je n'étais pas qu'un bruit de fond. Un après-midi, je les rejoignis à la table du dîner sous prétexte de surveiller le concours de dessin des enfants. Rena me tendit un crayon avec un sourire condescendant. « Tiens, monsieur l'artiste, essaie de ne pas dépasser les limites. » Les enfants ricanèrent, leurs doigts collants plongeant dans la boîte de crayons comme si j'étais une pièce de musée à examiner. Je fis semblant de dessiner à leur côté, traçant des formes que je n'avais aucune envie de terminer, tandis qu'une tempête grondait dans ma poitrine. J'ai alors compris que le silence peut être aussi mortel qu'une insulte. Chaque fois, ils ignoraient ma moindre tentative de connexion. Chaque fois que le regard de Talia me dépassait comme si j'étais un grain de poussière sur son objectif, il me ciselait dans l'histoire de nos vies. Ce soir-là, après que les enfants furent bordés dans leurs lits superposés et que la maison eut retrouvé son calme, je retournai au salon. L'espace paraissait creux, vidé de la chaleur qu'il avait autrefois. J'appuyais ma paume contre la coudoir qui supportait autrefois le poids de mes conversations avec Talia, l'endroit où nous avions partagé des blagues et planifié notre avenir.
Il n'y avait plus que la vague silhouette de mon abandon. Je m'assis là, les yeux fermés, à l'affût des échos de ma propre voix, de l'écho de ma présence. Il n'y avait que le bourdonnement lointain du réfrigérateur et les battements réguliers de mon cœur, me rappelant que j'étais toujours en vie, toujours debout au milieu de tout ce qui m'avait repoussé. Dans l'obscurité, je pris une décision. Je ne dériverai plus dans ma propre vie comme un fantôme. La douleur dans mes épaules, la douleur dans ma poitrine et le picotement au bout de mes doigts lorsque je tenais mon ciseau. Tout cela me rappelait que j'existais au-delà de l'indifférence de Thalia et des moqueries de Rena. J'ai résolu que si je ne parvenais pas à reprendre ma juste place dans cette maison, je me créerais mon propre espace, là où j'avais de l'importance. Le lendemain, je demanderai à Réa de respecter ma présence, ou alors je leur rappellerai à tous pourquoi l'absence peut être aussi puissante que la présence. Je me levai, époussetai une poussière imaginaire et sentis le poids du possible s'installer dans mes os pour la première fois depuis des mois. Je ne serai plus un bruit de fond dans ma propre histoire. Cet après-midi-là, je m'engageai dans l'allée de gravier, le crissement familier des pierres sous mes pneus étant plus dérangeant que réconfortant. De la fumée s'échappait des barbecues du jardin, transportant des arômes de charbon et d'épices à travers les vitres ouvertes de ma voiture. Des rires flottaient dans le jardin comme des braises, et j'hésitais sur le seuil, m'attendant presque à ce que quelqu'un se précipite sans bras tendu ni excuses embarrassées. Au lieu de cela, je n'entendis que le bourdonnement des conversations, des instantanés de bavardages familiaux dont je n'étais pas. J'inspirai, redressai les épaules et me lançai dans la mêlée. Les enfants de Rhin me dépassèrent en trombe, pain à hot dog à la main, criant à cause des bonbons gélifiés qu'ils avaient cachés dans leurs poches. Thalia me salua d'un sourire poli, comme si j'étais une voisine plutôt que l'homme qu'elle avait épousé. Son père aboya un salut sans attendre de réponse, puis revint à l'intérieur pour vérifier l'état du cléla aux maisons. Je proposai de l'aider à porter un plateau de haricots blancs à la sauce tomate, un rameau d'olivier, ou du moins de tenter de m'approprier une partie de cette journée planifiée dans mon dos, mais Rena me lança un regard noir et intercepta ma main. « Papa là !» gazouilla-t-elle en glissant le plat dans ses bras comme s'il s'agissait d'un prix qu'elle avait gagné en me poussant de côté. Je trouvai la table de pique-nique vide au bord du jardin où Thalia et moi avions autrefois planifié nos vacances, étendis une nappe à carreaux rouges sur les lattes et posai mon assiette devant moi. Je regardai les cousins se courir après autour de la piscine, observai mon reflet dans le tonneau de vodka, et sentis le vide se creuser dans ma poitrine. Le soleil tapait sur ma nuque et la sueur perlait à la racine de mes cheveux. Mais je restai immobile, refusant de laisser transparaître ma colère ou ma douleur. Je sirotais mon soda et faisais comme si les conversations autour de moi n'étaient qu'un bruit de fond. Je me croyais presque invisible jusqu'à ce que je réalise que tout le monde autour de la table était immobile, attendant ma réaction. C'est alors que Jasper s'avança, un large sourire satisfait. Il leva son gobelet rouge au-dessus de sa tête comme s'il portait un toast à un champion. « Si Marcus disparaissait demain, cria-t-il d'une voix tonitruante, personne ne le remarquerait. » Tout s'est déroulé autour de lui comme un feu d'artifice, allumant des visages familiers et des accès d'amusement. Thalia s'est affalée contre la glacière, pliée en deux comme si une douleur physique lui avait coupé le souffle. Mon assiette tremblait dans ma main en heurtant le bord. J'ai ravalé la douleur dans ma gorge et j'ai regardé Jasper dans les yeux. Il se tenait là, triomphant, comme s'il venait de gagner un concours pervers. J'ai imaginé les mots résonner dans son crâne, une raillerie dont il ne réalisait même pas qu'elle était une confession. À cet instant, le monde s'est réduit à la distance entre nous, la table de pique-nique, les invités qui rôdaient, le grill grésillant derrière lui. Il devait savoir que je l'avais entendu. Thalia a ri trop fort à sa blague. Personne n'a pris la peine de s'excuser ou de ramener la plaisanterie à un terrain neutre. Leur silence criait l'indifférence. J'ai attrapé un hot dog, froid mais récupérable, et je l'ai tendu comme un calice. Mon bras s'est tendu sur la table et le pain a semblé lourd dans ma main, une sensation inattendue. Un sceptre que je n'avais pas prévu de brandir ce jour-là. Le rire s'estompa tandis que les regards se tournaient vers moi, intrigués par le changement soudain d'atmosphère. Je pris une inspiration, soulevai mon hot dog comme un trophée et dis d'une voix calme qui résonna à travers la pelouse, défi accepté. Le choc des pâtes fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le sourire de Jasper vacilla. Les yeux de Thalia se posèrent sur les miens. De la confusion et autre chose, une reconnaissance qui se jouait derrière ses cils. Les cousins se figèrent en plein milieu de la course. Même les enfants cessèrent de se tirer les uns les autres pour me regarder. Ma voix planait dans la chaleur de midi, résonnant d'une finalité involontaire. Je vis tous les visages exprimer la puissance tranquille de cet instant.
Ni moquerie ni punition, mais une déclaration d'instinct de survie. Puis je baissai la main, pris une bouchée et mâchai délibérément, savourant la fadeur et l'absurdité de la situation. Le craquement du pain et le craquement de la saucisse sous mes dents me firent l'effet de remettre à zéro une boussole défectueuse. Leur attention s'attardait sur moi, entre surprise et curiosité, mais je refusais de leur accorder plus. Je soutins le regard de Thalia, la laissant voir l'homme qu'elle avait trop longtemps ignoré. Celui qui en avait assez d'être négligé. Je mâchai une autre bouchée, savourant le simple fait de manger comme si c'était la chose la plus provocante que j'aie jamais faite. Les bulles de mon soda montèrent dans mon verre, scintillant comme la promesse d'un changement inévitable. Lentement, les bruits du barbecue revinrent, les cris de joie des enfants, le crépitement du grill, le murmure des conversations. Mais je sentais une barrière entre leur monde et le mien. Cette barrière était agréable, comme une peau tendue contre le froid d'une nouvelle résolution. Après avoir terminé mon hot dog, je repoussai mon assiette et me levai. Le gravier mouvant sous mes chaussures était apaisant, réel. Je m'essuyai les mains sur le torchon et soutins chaque regard avec le calme d'un homme qui a enfin reconnu sa valeur. Je ne donnai aucune autre explication. Je saluai poliment les adultes que je croisais et leur offris un léger signe de tête, presque imperceptible, adressé aux enfants tandis que je traversais la foule. Je n'étais pas en colère. Je n'implorais pas la pitié. Je revendiquais simplement mon droit d'être vu. Plus tard dans la soirée, allongé dans un lit qui n'était pas le mien, je revivais ce moment encore et encore. Le hot dog, autrefois un encas innocent, était devenu mon épée, le symbole de mon refus de me fondre dans le décor. Je réalisais que le monde que j'avais laissé derrière moi avait été défini par les attentes et la négligence des autres. Mais pendant ces quelques secondes, brandissant ce hot dog, j'ai trouvé la clarté dont j'avais besoin. Je disparaîtrais selon mes propres conditions, non pas parce qu'il m'avait effacé, mais parce que j'avais choisi de me reprendre en main. Et, cette promesse me réchauffant le cœur, j'ai fermé les yeux, sachant que plus rien ne serait comme avant. Ce soir-là, après que les dernières braises du feu de camp se soient éteintes et que le bourdonnement lointain des cigales ait bercé le quartier d'un lourd silence, je me suis glissé dans la maison que j'avais autrefois appelée mon foyer. Le plancher grinçait sous mes pieds. Pieds nus, je traversais le salon plongé dans l'obscurité, passant devant les piles de jouets et de fournitures artistiques oubliées, en direction de la porte de notre chambre. Je m'arrêtai sur le seuil, respirant l'odeur fade du rire et de l'amour fade, comme si je pouvais la mettre en bouteille une dernière fois. À l'intérieur, Rena, la sœur de Thalia, ronflait doucement, affalée sur le lit dans les vêtements de ma femme, les couvertures des enfants emmêlées autour d'elle. Je refermai doucement la porte derrière moi et m'appuyai contre le bois frais, le bout des doigts traçant le contour de la poignée. Dans la faible lueur de la veilleuse du couloir, j'ouvris le placard. Des rangées de chemises pendaient, soigneusement alignées, leurs cols impeccables, leurs manches impeccables, se moquant de moi avec la promesse d'une vie qui ne me correspondait plus. J'en choisis quelques-unes. Ma chemise bleu marine préférée, un pull gris doux, 2 chemises pour des entretiens auxquels je ne me présenterai plus jamais ici. Sur l'étagère du haut se trouvait mon passeport, rangé dans un étui en cuir. Son bord usé est un témoignage de voyages effectués seul avec Thalia à mes côtés. Je l'ai récupéré et rangé dans la valise. Ensuite, j'ai pris mon ordinateur portable, une bouée de sauvetage sur laquelle je reconstruirai ma carrière, son chargeur enroulé à côté. J'ai glissé une pile de carnets, chacun rempli de journaux intimes où j'avais consigné mes doutes et mes rêves, espérant qu'un jour il me ramènerait à quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. La montre de mon père a été la dernière à entrer. Il me l'avait offerte pour mes 21 ans, avec un message simple gravé au dos, le temps nous définit. J'ai fermé les yeux en la tenant, sentant le métal refroidir sous mes doigts. J'avais passé tant d'heures à perdre la notion du temps ici, à le regarder filer entre mes doigts, dans une cruauté silencieuse. Maintenant, j'allais le laisser me guider. Je l'ai remonté et glissé à mon poignet, laissant le tic-tac régulier s'éteindre au rythme de mon cœur. Sur la commode se trouvaient nos papiers de divorce signés, impeccables et blancs comme un nouveau départ, attendant d'être traités. J'ai pris le drap du dessus et, d'une main experte, j'ai soulevé un post-it sur lequel était écrit « Tu as remarqué ?» Le défi que j'avais moi-même écrit, un défi discret pour nous deux. J'ai déplié les papiers et les ai déposés sur le bord du comptoir où Thalia les trouverait au lever du soleil, juste à côté d'une photo pliée de nous, à une époque plus heureuse, souriant à l'objectif pendant notre lune de miel. J'ai hésité. Je suivais la courbe du sourire de mon jeune moi et j'ai ressenti un pincement de regret et de soulagement mêlés. Puis j'ai laissé la photo face visible,
Un rappel silencieux que le souvenir d'eux pouvait être un cadeau d'adieu. J'ai fermé la valise et je suis sorti sous le voile de minuit, l'air frais contre mes bras nus. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un léger clic qui a résonné comme la dernière note d'une chanson que j'avais trop souvent écoutée. Je me suis arrêté sur le porche, admirant la rangée de maisons endormies sous les lampadaires. Chaque fenêtre était un monde à part, qui recelait aussi des histoires inédites. J'ai jeté le sac sur mon épaule et j'ai fait un dernier pas dans l'allée, laissant des empreintes qui s'effaceraient bientôt avec la rosée matinale. La voiture a démarré au premier tour de clé. J'ai éteint mes phares et me suis enfoncé dans la nuit, volant vers l'autoroute qui m'éloignait de la vie que j'avais connue. Au stop, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçus la maison immobile à l'ombre d'un chêne. Les phares éteints, comme si elle rêvait de mon retour. Je sentis le grondement sourd du moteur, la montre au poignet, me rappeler que le temps n'attend personne. Je traversai des rues tranquilles, passai devant le restaurant qui était autrefois notre refuge nocturne, et le parc où nous marchions main dans la main. Chaque point de repère défilait devant la fenêtre, tel un témoin silencieux du dénouement d'une décennie. Arrivé à la rampe d'accès à l'autoroute, j'appuyai sur l'accélérateur, sentant la voiture avancer comme si elle aussi était avide d'un nouvel horizon. Le ciel commençait à pâlir au bord, promettant l'aube. Mais j'accueillis avec joie la lumière matinale. Je repensai au chalet que j'avais réservé à Maple Creek, un havre de solitude où je pouvais respirer à nouveau. J'imaginais me réveiller au milieu des pins. La première gorgée de café me réchauffait les mains, sans le poids de l'attente. Dans cette vision, je vis une version de moi-même libérée de l'indifférence. Un moi qui comptait non pas parce que quelqu'un d'autre le remarquait, mais parce qu'il choisissait d'être vu. Alors que l'autoroute s'étendait devant moi, je sentais la friction des anciens liens se dissiper, remplacée par la folle possibilité de nouveaux chemins. Je jetai un coup d'œil à la montre à mon poignet, dont la trotteuse avançait résolument, et souris. J'avais suivi le protocole que j'avais conçu pour ma propre évasion. J'avais emballé mes affaires essentielles, laissé mon testament et disparu sans laisser de traces. Pas de texto, pas d'au revoir, juste la certitude tranquille que l'homme qui avait franchi cette porte ne reviendrait jamais dans cette vie. Non pas comme le mari que j'étais, mais comme quelqu'un renaissant de sa propre volonté. Et fort de cette prise de conscience, j'ai continué. La route se déroulait devant moi comme une promesse. Ce n'était pas une échappatoire, mais le premier chapitre de la vie que j'étais enfin prêt à vivre. Le premier matin à Maple Creek, je me suis réveillé dans un silence si profond qu'il ressemblait à une étreinte. Pas de jouets éparpillés sur le sol, pas de disputes étouffées traversant les murs fins, seulement dès le doux sifflement du vent dans les aiguilles de pin et le murmure sourd d'un ruisseau serpentant non loin. J'ai relevé la courte pointe en coton de la chambre simple du chalet et me suis glissé hors du lit, laissant mes pieds nus s'enfoncer dans le parquet frais. Je me suis dirigé à pas feutrés vers la petite fenêtre et j'ai écarté le rideau, savourant la vue. De grands arbres montaient la garde sur un tapis de mousse et de feuilles mortes, la lumière du soleil ruisselait par rayons épars qui dansaient sur le porche patiné du chalet. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais tranquille. Respirant l'air frais, je me suis permis un lent sourire, imaginant ce silence immaculé comme la première page de ma nouvelle histoire. En bas des marches étroites, j'ai trouvé une bouilloire déjà chaude sur le poêle à bois, son sifflement rompant le silence. J'ai mesuré le marc de café avec des mains qui tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des années. Tandis que l'arôme riche emplissait la minuscule cuisine, j'ai fouillé dans un tiroir emprunté à la recherche d'une tasse ébréchée. Chaque tintement de porcelaine contre ce qui apportait un air de cérémonie à ce simple geste. De préparer du café. Je portai la tasse à mes lèvres, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts, et pris une gorgée posée. Pas de crème, pas de sucre, juste l'amertume brute et la force dont j'avais besoin pour me réveiller pleinement. Je passai l'heure suivante à déballer le reste de mes affaires. Le ciseau et le marteau que j'avais enfouis parmi les papiers de mon sac de sport. La montre gravée de mon père, maintenant bien ajustée à mon poignet, et une douzaine de journaux intimes débordant de mes pensées. Je les disposai sur une table en bois brut dans un coin, créant un petit hôtel à cette période de ma vie, preuve que j'existais en dehors des rôles que les autres m'avaient assignés. À mesure que je déposais chaque objet, un poids s'enlevait de ma poitrine, remplacé par une légèreté vivifiante. La cabane ressemblait moins à un refuge qu'à une toile, s'étendant devant moi, attendant que je laisse ma trace. Café à la main, je sortis sur la véranda et examinai la propriété. La cabane de Siluboun était modeste, une seule chambre en mezzanine, un poêle à bois pour le chauffage et un appentis où je pouvais empiler du bois.
Au-delà, une étendue de forêt de 2 hectares m'appelait. Je me suis souvenu des instructions brusques de Silu. Fais comme chez toi, mon fils. Fais juste attention au ruisseau et à la source. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par le ruisseau qui coulait, mais j'ai apprécié qu'il me fasse confiance sans préambule. J'ai posé ma tasse sur la balustrade et j'ai inspiré profondément, laissant le parfum du pain et de la terre emplir mes poumons. Pas de délai, pas d'exigence, seulement la promesse de la solitude. J'ai récupéré mon ordinateur portable et me suis perché sur un rondin à quelques mètres du porche, me connectant à la plateforme freelance où j'avais enchaîné les missions de révision. J'ai ouvert le premier manuscrit, un rêve de rédemption pour un romancier en herbe, et je me suis plongé dans les pros. À chaque phrase peaufinée, je sentais ma confiance renaître. Mes doigts volaient sur les touches comme si nous étions de vieux partenaires, traduisant des brouillons en récits plus fluides et plus sonores. Le temps s'écoulait sans que je m'en aperçoive. Quand j'ai levé les yeux, le soleil était plus bas, peignant les arbres en doré. J'ai fermé l'ordinateur portable, fier du travail de la journée. 2 nouvelles, une lettre de motivation pour un étudiant diplômé et un chapitre d'un mémoire qui m'a fait l'IRH. À l'approche de la soirée, la température a chuté rapidement. J'ai rassemblé le bois de chauffage du Léanto, empilant des planches et des branches dans un tas soigné. Le poêle à bois brillait de l'orange à mon retour, jetant des ombres vacillantes à travers les poutres en bois de la cabine. J'ai tiré mon pull gris plus fort autour de mes épaules, mon préféré de chez moi, maintenant imprégné de sens, et je me suis installé dans un fauteuil usé. Le journal était assis à proximité et j'ai ouvert le plus récent, ses pages vides, mais lourdes de potentiel. J'ai décapé une épingle et j'ai laissé couler les mots. Observation sur les arbres, la façon dont la lumière s'est fracturée à travers les branches, l'étrange confort de savoir que je n'ai répondu à personne que moi-même. Mon script se courbe à travers le papier comme le ruisseau que je pouvais presque entendre au-delà des murs. Plus tard, je me tenais sur le porche sous un ciel à l'abri d'étoiles, la voie lactée s'étendant comme une rivière au-dessus de la tête. L'air froid a mordu sur mes joues, donc je enroula mes bras autour de ma poitrine et ferma les yeux. J'ai pensé à la vie que je laissais derrière moi, de silence plus assourdissant que n'importe quel argument, d'indifférence si puissant qu'il m'a effacé. Pourtant, ici dans le silence, je me suis senti vu pour la première fois depuis des années. Je n'étais pas invisible. J'ai existé. Et cette existence semblait révolutionnaire. Quand je suis revenu à l'intérieur, j'ai fait un simple dîner. Le piment en conserve chauffé sur le poêle et une tranche de pain grillé sur la flamme ouverte. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'une fête. J'ai réalisé que la survie, sans fioriture de théâtre ou de dérision, était un acte de courage en soi. Lorsque les braises du poêle brillaient bas, j'ai grimpé l'échelle vers le grenier, dispensant ma courte pointe en haut du matelas. J'ai placé ma montre sur la caisse de chevet et j'ai glissé entre les couvertures, sentant les feuilles de coton refroidir contre ma peau. Ma dernière pensée avant le sommeil m'a prétendu que j'avais échangé une vie d'indifférence contre une intention. Demain, je journaliserai à nouveau, travailler sur plus de manuscrits, peut-être explorer plus profondément dans les sentiers de Maple Creek. Pour l'instant, je laisse le berceau tranquille, une berceuse de feuilles et d'eau me dormant dans un sommeil que j'ai gagné avec chaque bouffée consciente de la paix. Près d'1 an s'était écoulé depuis que j'ai fermé la porte à cette vie. 12 mois de silence si profond que j'ai parfois oublié que j'avais jamais existé ailleurs que Maple Creek. Je me suis dit que je ne regarderais pas en arrière, que je brûlerais le pont et que je ne jetterais jamais les cendres. Mais tard dans la nuit, agité et envie d'une attache au monde que j'avais laissé derrière, je me suis connecté à un ancien compte de messagerie que j'avais presque oublié, j'ai tapé le mot de passe avec une impulsion de nostalgie et ouvert la boîte de réception pour trouver un dossier que je ne m'attendais pas. Talia. Mon cœur a brisé quand j'ai vu le numéro à côté. 42 messages non lus. Un frisson froid a ricoché à travers moi, à parts égales, la peur et la curiosité. J'ai hésité un instant, des doigts planant au-dessus du premier email avant de me voler et de s'ouvrir. La ligne d'objet était simple. Tu es un lâche. La date de l'expéditeur était de 6 il y a des mois. J'ai lu le corps, une seule phrase dans toutes les capuchons. Comment osez-vous abandonner votre femme? Mon estomac se serra. Le message bourdonnait de rage, si vif que je pouvais presque sentir le tremblement dans sa voix. J'ai glissé au bord de ma chaise dans le bureau de cabine exigu, du bois brut contre mon dos, et j'ai ouvert la suivante. J'espère que vous êtes heureux de me laisser ici avec elle et les enfants, il se lit, la ponctuation poignardait à l'écran comme des éclats de verre. Les 10 emails suivants étaient similaires, en colère, accusatoires,
parfois cruels. Ils m'ont peint comme le méchant dans un drame pour lequel je n'avais pas de script. À chaque rouleau, j'ai senti les vieilles blessures pulser, mais j'ai continué. J'avais besoin de comprendre l'étendue de cette rupture. Environ 20 emails, le ton a commencé à changer. Les lignes d'objets ont perdu leur rage. Nous sommes en retard sur les paiements. Réa a pris les enfants. Je ne savais pas que les choses étaient si mauvaises. Ses paroles tremblaient de désespoir. Elle a écrit que la maison coulait sous les dépenses. Avis hypothécaire arrivant avec des pénalités d'intérêt cinglantes. Elle a supplié de l'aide qu'elle savait qu'elle ne méritait pas. J'ai fermé les yeux contre la piqûre de culpabilité. Je l'avais imaginé bien, sa sœur une championne gantant tout, son rire brillant faisant écho dans les couloirs. Mais ces messages ont révélé une femme se noyant de peur et de regret. Un email disait « J'ai dû demander à Rena de partir. Je suis seul. Veuillez revenir. » La douleur dans sa voix était un écho lointain du lien que nous partagions autrefois, et j'ai trouvé mon resserrement de la poitrine comme si je respirais à travers le coton. J'ai cliqué vers l'avant et les lettres devenaient plus silencieuses. Toujours excusé. Un sujet simple. Je comprends enfin. Le corps a dit, vous n'étiez pas froid. Vous étiez fatigué. Elle a avoué qu'elle n'avait jamais réfléchi à la façon dont son silence m'avait blessé. Comment son indifférence avait ressemblé à l'abandon. Mon souffle a attrapé en lisant les mots, les lignes soignées de texte adoucissant la rage des mois passés. Un autre email est arrivé avec le sujet. Vous étiez la dernière personne qui avait jamais essayé de tenir cette famille. Une pensée a permis de se faire taire. Avait une fois rempli de son propre rire dans ce cadre fantomatique, j'ai reconnu la maison que j'ai abandonnée, transformée en un coquille de perte. Le dernier email est arrivé ce matin-là. Le sujet disait, une seule dernière chose. J'ai hésité avant de l'ouvrir comme si l'acte final scellerait mon sort. Le message était court. Je suis vraiment désolé. Je ne t'ai pas vu tant que le silence est devenu trop fort. Rien de plus. Pas de plaidoyer, pas de récrimination, d'une confession tranquille, de poids et de sincère. Je laisse le curseur planer et fermer les yeux, considérant s'il fallait répondre. Un millier de réponses ont traversé mon esprit. Avertissement, absolu, refus, invitation, mais aucun ne semblait suffisant. J'ai réalisé que le silence était devenu ma langue, cette absence ma réponse. Pourtant, j'ai enregistré ce dernier message à mon bureau comme s'il s'agissait d'un talisman. J'ai alimenté l'ordinateur portable et je me suis tenu dans la cabine, écoutant les poêles en bois qui mouraient des braises sifflées. L'univers se sentait plein de possibilités que j'avais presque oubliées. Réconciliation, pardon, paix. Mais une autre vérité était plus claire que jamais. J'avais changé. L'homme Talia savait autrefois, celui qui est resté et a supplié un endroit à sa table, plus existait. Je me suis récupéré, j'ai appris à rester seul sans dériver dans l'ombre. Ma disparition avait été une réponse à un silence. Qui parlait plus fort que n'importe quel argument ou plaidoyer. Et maintenant, j'ai réalisé que ces mots, même les excuses, ne pouvaient pas annuler la résolution que j'ai trouvée en absence. J'ai fermé la porte de la cabine derrière moi et je suis monté sur le porche, le téléphone à la main, les derniers emails légers brillants comme une promesse fragile. J'inspire l'air net de nuit, l'odeur du pain et l'OM me fondant comme aucun email ou lettre ne pouvait. À ce moment-là, j'ai compris que la fermeture n'était pas une porte à traverser, mais un miroir pour regarder, qui reflétait l'homme que je suis devenu. Et en regardant ce miroir, je me suis vu clairement, un homme qui a disparu, non pas par lâcheté, mais pour redécouvrir ce qui manquait déjà. Une semaine après cette vague inattendue de vieux courriels, je me suis retrouvé à m'attarder au comptoir du seul café de Maple Creek, savourant le murmure de conversation tranquille autour de moi. J'étais tombé sur Grant, un vieil ami du collège qui vivait toujours en ville, et nous avons échangé des histoires sur des tasses fumantes d'espresso qui avaient le goût de la nostalgie. Le panneau en bordure de route grinça en un client à gauche, et à travers la fenêtre, j'ai regardé le soleil jouer sur le dessus des pins. J'avais l'impression que le monde au-delà de ma cabine s'était ramolli, s'est recouvert de moi. J'ai ri librement des blagues de Grant, le son résonnant dans mes oreilles comme quelque chose que je pensais avoir oublié. Puis, alors que nous étions levés pour partir, il m'a donné un regard curieux et a dit, « Soyez prudent là-bas, mec. Certaines portes ne restent pas toujours fermées. » J'ai haussé les épaules avec un sourire, mais les mots bourdonnaient dans mon esprit longtemps après mon retour à la maison. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis sur mon porche, les jambes appuyées sur la balustrade,
feuilletant distraitement l'un des courriels de Thalia que j'avais imprimé, quand un coup doux et délibéré a enveloppé la porte. Ma main se figea sur la page, café à mi-chemin de mes lèvres. Le coup est revenu, stable, sans hâte, indubitable. Mon cœur a fait de ma côte cage alors que je me tenais et traversais les planchers de planches en bois vers la porte. À travers la petite vitre, j'ai vu une silhouette debout dans la lumière pâchée, des épaules penchées contre la brise. J'ai brossé mes doigts le long du fil de rideau et jeté un coup d'œil. C'était Thalia. Mon souffle prit dans ma gorge. Elle avait l'air plus petite que je ne me souvenais, comme si le poids des mois l'avait sculptée dans cette silhouette pâle et fragile. Ses cheveux noirs tombaient autour de son visage dans des vagues de désarroi, et ses yeux, ces fenêtres familières que je lisais avec facilité, étaient collés de rouge et gonflés en pleurant. Elle leva une main comme pour se stabiliser. Et dans ce simple mouvement, j'ai senti tout en moi en train de me lancer et de moucher. J'ai appuyé sur le rideau, le cœur battant, ne sachant pas s'il fallait ouvrir la porte ou le boulon à l'arrière de la cabine et prétendre que je n'étais pas à la maison. Au lieu de cela, j'ai franchi le seuil et déverrouillé la porte, s'écartant alors qu'elle se détendait. La lumière du porche vacillait sur son manteau, et j'ai remarqué pour la première fois la petite éraflure sur sa chaussure et l'éclat des larmes s'accrochant toujours à ses cils. Elle se tenait dans mon salon, encadrée par la porte, regardant à la fois triomphante et vaincue. Je pouvais sentir les années de silence étirées entre nous comme un fil. Elle a exhalé un soupir doux et frissonnant et a dit « Je suis désolé ». Les mots dégringolaient dans une ruée, lourds de regrets. Je ne l'ai pas vue. Je ne t'ai pas entendu jusqu'à ce que le silence soit trop fort. Je l'ai laissé parler. Pour une fois, je ne l'ai pas silencieuse avec des murs défensifs ou des répliques angoissantes. Je me suis assis sur le bord du canapé, ma frontière dans ce sanctuaire de tours de cabine, et j'ai regardé la vulnérabilité brute dans sa posture. Elle berça son manteau près, les bras pliés, la voix tremblante alors qu'elle trace des motifs invisibles sur le plancher de bois franc avec son regard. Elle m'a dit à quel point la maison était devenue seule après le départ de Rena. Comment chaque coin résonnait avec l'absence de mon rire, ma voix. Elle a admis comment elle s'est réveillée chaque matin et a atteint mon côté du lit, seulement pour le trouver vide, et le vide était devenu plus fort chaque jour. Elle a parlé des papiers de divorce sur le comptoir et de la photo que j'avais laissée derrière, l'instantané de lune de miel qui a hanté son réfrigérateur, et comment voir cette version souriante de moi s'est cassé quelque chose à l'intérieur de sa poitrine. Ses paroles étaient trempées dans des remords, avec le record de la clarté douce amère. Elle a avoué qu'elle n'avait jamais réalisé comment son absence m'avait blessé, comment son silence avait été la coupe la plus nette. Elle a dit qu'elle avait essayé de remplir les heures de travail, avec des soins aux enfants, avec toute distraction qui pourrait faire taire la culpabilité. Elle a décrit les nuits lorsqu'elle s'est recroquevillée dans la vieille couverture de notre fille, la serrant comme une bouée de sauvetage, souhaitant qu'elle ait prêté attention à l'homme qui a autrefois tout voulu. Elle a fini avec un murmure. Je voulais te le dire plus tôt, mais je ne savais pas comment. Quand elle s'arrêta, les larmes scintillaient sur ses joues. Je me suis levé et je me suis séparé d'elle. J'ai vu les échos de la femme que j'aimais autrefois, la compassion, la féroce loyauté, mais j'ai aussi vu quelqu'un transformé par regret, façonné par des erreurs trop longtemps ignorées. J'ai pris une respiration et j'ai dit « Merci d'être venu ». Ma voix sonnait étrangère, résonnant dans l'immobilité. Je pouvais sentir le pouls dans ma gorge, la gravité de ce moment nous rapprochant, recablant notre passé avec l'électricité de la vérité. Elle attendait, les yeux fixés sur le dessus de mon pull gris, comme si elle cherchait la preuve que j'étais en effet devenu quelqu'un de nouveau. J'ai fait passer mes doigts sur le tricot doux et j'ai fermé les yeux un instant, sentant la profondeur de mon propre changement. Quand je les ai ouverts, j'ai regardé Thalia avec une certitude calme et j'ai dit « Je reviendrai ». Mais seulement pour terminer ce que nous avons commencé. Mes paroles étaient suspendues dans l'air, délibérées et résolues. Je vais signer les derniers papiers, mais je ne peux plus être votre mari. Cette version de moi n'existe plus. Elle hocha la tête tranquillement. Aucune larme ne tomba alors, seulement une compréhension lente et régulière qui a traversé son visage comme une aube. Elle a compris que l'homme qu'elle connaissait autrefois, silencieux, surplombant ses propres besoins, lié par la gravité d'un mariage défaillant, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait disparu pour se redécouvrir et a maintenant revendiqué une nouvelle version inédite. Elle a exhalé un petit frisson d'acceptation et a placé une main tremblante sur la montre de mon père étendue à mon poignet. « Je sais, dit-elle doucement. Je sais. » Et à ce moment-là, j'ai vu dans ses yeux non seulement des remords, mais une étincelle de soulagement,
comme si le poids qu'elle portait m'avait été transmis, et j'étais assez fort maintenant pour le supporter. Le silence qui a suivi n'était pas vide, mais vivant avec possibilité. La possibilité de fermeture, de la finalité, d'un adieu sans amertume. Talia se tenait là, fragile mais résolue, et j'ai réalisé que la fin de Love n'a pas besoin d'être une bataille. Cela pourrait être une reconnaissance partagée de qui nous étions et de qui nous étions séparés. Je l'ai guidée vers la porte, et elle fit une pause sur le seuil comme pour imprimer cet endroit en sa mémoire. Elle me regarda, la lumière chaude de la cabine attrapant les larmes sur elle joue. Puis elle se retourna et s'éloigna, ses pas s'évanouissant sur les marches du porche. J'ai fermé la porte doucement et je me suis penché contre elle, fermant les yeux alors que le dernier clic résonnait dans le couloir. Le coup qui a pris mon souffle avait apporté plus que des excuses. Cela a apporté la clarté. Et comme je me tenais là au lendemain, je savais que ce chapitre avait fermé, faisant de la place pour tout ce qui est venu ensuite. De retour dans la ville, les lumières vives et le bourdonnement familier de la circulation semblaient étonnamment intrusifs. J'ai traqué Talia au bureau de l'avocat, un bâtiment modeste niché entre un café et un nettoyeur à sec, ses fenêtres reflétant la ruée du matin. La salle d'attente sentait légèrement de vieux cuir et de papier, et je me suis assis sur l'une des chaises en vinyle, tapotant mes doigts contre l'accoudoir. Chaque robinet résonnait comme un compte à rebours jusqu'à ce que je fasse face à l'acte final de notre histoire partagée. Quand mon nom a été appelé, je me levai, lissant l'avant de ma chemise boutonnée et entra dans le bureau où Talia se tenait près de la fenêtre, se soulevant contre la lumière. Elle s'est retournée, rencontrant mon yeux avec un mélange de soulagement et de chagrin. J'ai hoché la tête une fois, un petit geste de solidarité, et j'ai pris le siège d'elle. L'avocat, une femme aux cheveux en argent et une voix calme, a placé un dossier de manille sur le bureau entre nous. J'ai reconnu les pages nettes à l'intérieur du décret de divorce, la division des biens, les signatures finales qui rompraient nos liens légaux. Talia se mordit la lèvre inférieure et laissa échapper une lenteur. J'ai regardé sa main planer sur l'épingle, le muscle de sa mâchoire se resserrer. Elle m'a jeté un coup d'œil comme si elle cherchait une permission ou une absolution. J'ai rencontré son regard uniformément et j'ai dit, « Quand tu es prêt ». Ma voix était stable, vide de colère ou de regret, seulement l'acceptation. Elle expire à nouveau et tendit la main vers le stylo. Le rayure de l'encre sur papier semblait plus fort que tout argument que nous avions jamais eu. Alors qu'elle signait, sa main tremblait, et pendant un moment, je voulais atteindre le bureau et la stabiliser. Mais je me suis retenu, sachant que chaque mouvement vers le confort brouillerait les lignes que nous devions tous les deux à maintenir. Quand elle a traversé le dossier, nos doigts ont brossé en bref, envoyant une petite impulsion à travers moi, moins choquant que réconfortante, un rappel de la vie que nous avons partagée autrefois. J'ai pris le dossier et signé la ligne finale, fermant le chapitre avec une expiration nette. Nous nous sommes levés et avons échangé un signe de tête poli. Pas de larmes, pas de voix surélevée, juste la compréhension silencieuse que cela était nécessaire. Les yeux de Talia ont rencontré les miens une dernière fois, transmettant un mélange complexe de gratitude, de chagrin et de soulagement. « Au revoir, Marcus » murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le silence du bureau. J'ai répondu avec un simple « Au revoir, Talia » et j'ai franchi le bureau jusqu'à la porte. Alors que j'atteignais la poignée, j'ai regardé en arrière et j'ai vu ses épaules s'effondrer, la lumière dans ses yeux scintille comme une bougie sur le point de sortir. J'ai fermé la porte doucement, le léger clic résonnant dans la pièce silencieuse. À l'extérieur, le parking était couché et bourdonnant de voitures. J'ai repéré Rena debout près de sa berline, des bras croisés, protégeant ses yeux de l'éblouissement. Son expression était un étonnement et quelque chose plus sombre, peut-être la culpabilité ou la réalisation. Alors que je marchais vers elle, elle se redressa, se déplaçant sur ses talons et son attente maladroite. « Donc, le fantôme revient enfin » a-t-elle dit doucement, la voix étant lassée d'ironie qui n'a pas réussi à porter son bord habituel. Je me suis arrêté à quelques mètres de là, le dossier replié sous mon bras. Je lui ai laissé le regard s'installer, le rencontrant sans tressaillir. Les années d'être relégué à une punk clean ou à une réflexion après coup, ne laissant que la personne que je ne suis redécouverte à Maple Creek. Je me suis clôturé, puis je me suis fermé, mais je me suis fermé, mais je me suis fermé. Tu étais juste. Bien qu'elle ait oublié sa ligne suivante. Ensuite, je me suis retourné et je me suis dirigé vers ma voiture, chaque étape délibérée, portant le poids de la finalité. Alors que je m'installais sur le siège du conducteur, j'ai pressé le dossier contre la porte du passager, sentant son volume rassurant. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai inspiré profondément,
l'odeur du cuir et de l'asphalte se mêlant à un sentiment de fermeture. Le grondement du moteur semblait être un rythme cardiaque, stable et persistant. Je me suis déplacé dans le courant et j'ai reculé de la place de parking, la voiture roulant en douceur dans la rue. L'horizon de la ville s'est avancé, un horizon de verre et d'acier qui symbolisait autrefois la vie que j'avais construite. Maintenant, il représentait un carrefour, plus un piège, mais une invitation. Je ne ressentais ni regret ni désir. Au lieu de cela, j'ai porté une confiance tranquille née de m'être récupéré. J'ai jeté un coup d'œil au dossier sur le siège à côté de moi et j'ai couru mes doigts sur son bord. Dans ces papiers, non seulement une fin, mais la liberté de façonner tout ce qui est venu. La route à venir n'était pas familière, mais j'ai accueilli l'incertitude. Alors que je naviguais dans les rues de la ville, le soleil du matin brillait sur les fenêtres des haricots, et j'ai réalisé que la fermeture n'était pas une porte à traverser, mais un miroir à regarder, qui ne reflète pas là où vous êtes, mais qui vous êtes devenu. Et dans ce reflet, j'ai reconnu un homme qui a disparu pour se souvenir de lui-même et qui a clôturé un chapitre non pas pour emprisonner le passé, mais pour libérer l'avenir. À chaque tour du volant, je me suis dirigé vers cette promesse, confiant que la vie qui attend au-delà du miroir serait celle que j'ai choisi de vivre. Si vous lisez ceci et que vous vous sentez comme du papier peint dans votre propre vie, constamment observé mais jamais reconnu, sachez que vous n'êtes pas seul. Je me suis tenu à cet endroit exact, se mélangeant à l'arrière-plan comme si j'étais une nuance de douleur sur les murs ternes. Ma présence si banale que personne n'a remarqué lorsque je me suis estompé au barbecue de Thalia. Toast de Jasper. Cette déclaration cruelle que le monde ne clignait pas clignoter si je disparaissais n'était pas destinée à moi seul. C'était pour chaque personne qui a déjà ressenti la piqûre d'indifférence. Chaque âme qui se demande s'il compte au-delà de la commodité éphémère. Lorsque le rire vous suit comme un projecteur pour vous ignorer au moment où vous regardez, ce rire devient un rappel du vide à l'intérieur. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de permission pour récupérer votre paix. Vous n'avez besoin de la compréhension de quiconque pour vous éloigner de l'indifférence froide qu'il cache en blague et en silence. Je ne suis pas parti parce que je voulais me venger ou les faire payer. Je suis parti parce que je devais me souvenir de qui j'étais avant que leur apathie ne me définisse. Thalia n'a pas triché et elle n'a pas élevé la voix une fois. Elle a simplement cessé d'essayer. Et ce retrait subtil était plus douloureux que toute trahison. Rena n'a pas démoli mon mariage. Elle a simplement exposé ses fractures. Les défauts déjà intégrés au plus profond. J'aurais pu rester et supplier l'affection, plaider pour la reconnaissance, et j'ai essayé de remplir le trou caverneux que son absence sculptait. Au lieu de cela, j'ai emballé mes sacs, fermé la porte et laissé le clic sur le verrou écho à ma décision. Je disparaissais, pas pour les punir, mais pour me retrouver. Dans cette disparition, j'ai découvert que l'absence peut être aussi puissante que la présence, un catalyseur qui peut détruire ou reconstruire. J'ai choisi ce dernier. Pendant des mois, je vivais à Maple Creek, entouré d'air à côté en pin et du doux murmure du ruisseau qui a traversé la forêt comme une métaphore vivante. Chaque jour, je me réveillais à la question « Qui suis-je » sans que leur regard me définisse. J'ai répondu en écrivant, en modifiant des manuscrits et en sculptant des mots dans des revues jusqu'à ce que la forme de ma propre histoire apparaisse. J'ai appris que les relations les plus précieuses sont celles que nous avons avec nous-mêmes, comment nous traitons nos propres espoirs, comment nous honorons nos propres besoins. Et j'ai réalisé que le pouvoir de vaincre l'invisibilité ne consiste pas à prouver notre valeur aux autres, mais à le reconnaître en nous-mêmes. Lorsque vous élevez votre hot dog sur cette table de pique-nique, comme je l'ai fait face à la moquerie, vous ne dînez pas seulement. Vous émettez un défi au monde. J'existe et j'allais. Ce simple geste, un salut absurde mais provoquant, est devenu mon emblème de self-worth. Le hot dog, après tout, était un objet de ridicule, quelque chose de banal et ordinaire. Pourtant, à ce moment-là, il a été transformé en sceptre, une proclamation que je ne permettrai plus aux autres de dicter ma valeur. Chaque bouchée que j'ai prise m'a rappelé que je possède mon histoire, cette indifférence n'écrirait plus mes lignes. Lorsque vous vous sentez invisible, trouvez votre hot dog. Ce pourrait être un cahier froissé, un rire chuchoté dans le miroir ou la décision de fermer la porte d'entrée derrière vous et de ne jamais regarder en arrière. Quoi qu'il en soit, soulevez-le haut et laissez son ordinaire être votre révolution. Dans l'écho de votre défi, vous entendrez les premières notes de votre propre chanson. Je n'ai pas disparu pour punir Thalia ou Rena. Je suis parti pour que je puisse redécouvrir la personne que je suis devenue en mon absence. Si vous tenez votre propre hot dog,
tout ce qui symbolise votre volonté de définir la négligence, alors laissez-le être votre signe pour agir. Vous ne devez à personne d'explication. Vous n'avez pas besoin d'attendre des excuses ou le changement d'affection. En vous éloignant, vous déclarez votre indépendance de la gravité des perceptions des autres. Vous entrez dans la plénitude de votre propre récit. Et lorsque vous tournez le dos à ceux qui vous ont traité comme après coup, vous ouvrez la porte aux connexions en fonction d'un véritable respect plutôt que d'une obligation fragile. Donc, pour ceux qui marchent cette ligne étroite entre la visibilité et l'invisibilité, je dis cela, disparaître n'est pas une évasion. C'est le début d'être vu. C'est le refus audacieux de laisser quelqu'un d'autre scripter votre existence. Et dans l'espace que vous vous taillez pour vous-même, vous redécouvrez la forme de votre propre voix, le poids de votre propre présence et la profondeur de votre propre valeur. Soulevez votre hot dog, quel que soit ce symbole, et dites « challenge accepté ». Ensuite, avancez, la tête haute et regardez le monde en remarquez enfin la personne que vous avez toujours été. Vous n'avez pas besoin de voir leur autorisation. Vous n'avez besoin que du courage de sortir de l'arrière-plan et dans votre propre histoire.